Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Claudia Stéphane et je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je fais une capsule plus longue que d'habitude parce que c'est une capsule spéciale. Je vais vous parler de mon propre parcours. Eh bien, si vous lisez les commentaires, surtout sur les séances d'hypnose que j'ai publiées sur ma chaîne, vous pouvez voir pas mal de HS qui disent qu'ils se sentent compris, que j'arrive à comprendre les mots de leur âme. Et en fait, il ne s'agit pas d'une simple compréhension. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne comprends pas, je sais ce qu'ils vivent. Parce que j'ai eu moi-même toutes les 5 blessures de l'âme et que j'ai vécu pas mal de traumatismes. Je n'ai jamais parlé de tout ça parce que c'est dans ma nature d'être plutôt discrète. Mais en début de cette semaine-ci, j'ai fêté mon anniversaire. Et pour mes 52 ans, je veux bien faire une introspection et parler de mon vécu à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Je n'ai pas eu beaucoup de périodes tranquilles dans mon existence, mais je n'aurai pas le temps de parler de toutes les turbulences que j'ai traversées. Ça pourrait faire l'objet d'un livre plus tard éventuellement. Pour l'instant, je vais m'arrêter uniquement sur quelques moments clés de ma vie. Alors, j'ai grandi dans une famille où on ne m'attendait pas. Mon grand frère est mort quelques mois après sa naissance et ma sœur, qui est née après lui, a été la bienvenue dans la famille. Mais ça n'a pas été mon cas. Tout le monde souhaitait un petit garçon. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu cette histoire où ma sœur clamait sans arrêt: Ma mère arrive avec le petit garçon, ma mère arrive avec mon petit frère. Mon père, d'ailleurs, ne m'appelait pas par mon prénom. Il m'avait donné un surnom de garçon. J'ai donc déduit depuis toute petite que ma venue au monde était une erreur. Je me sentais coupable d'avoir pris la place de leur véritable enfant. J'ai donc pris l'habitude très vite à faire des efforts pour leur faire plaisir, mais c'était pas gagné parce que j'étais la plus petite dans cette famille où tout le monde avait un ego démesuré. Et les égos en surpoids écrasent. Mon père était un homme fier, grand et beau. Il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Mais ma mère, qui n'était pas du tout son type de femme, s'était accrochée à lui car elle était tombée enceinte. Ils se sont mariés forcés par les circonstances. Mon père avait le profil parfait du narcissique sadique. Je me rappelle l'avoir supplié de ne pas tuer une chienne qui l'avait mordu, mais ma voix ne s'entendait pas. On ne me voyait pas, on ne m'entendait pas. Il avait emprunté le fusil d'un chasseur qui habitait pas très loin de nous et il l'a tué. J'ai entendu la détonation. Il était très violent à la maison aussi. J'ai compris plus tard qu'il s'était senti piégé par une femme qu'il n'aimait pas et qui surtout ne le respectait pas. Il battait souvent ma mère. Je la voyais frapper avec bestialité pleine de sang. Moi et ma sœur, on s'interposait pour la protéger et on encaissait beaucoup de coups à sa place. Mais personne ne prenait en compte nos douleurs à nous. Quand la terreur passait et que mon père s'endormait, on parlait de tous les maux de ma mère. On la soignait comme on pouvait, nous deux. Ce n'est que des dizaines d'années après que je me suis posé la question pourquoi ma mère ne nous demandait jamais si nous-mêmes nous avions aussi mal quelque part à cause des coups qu'on recevait à sa place. Quand ils étaient ensemble, mon père et ma mère se disputaient sans cesse. J'étais terrorisée quand ils étaient tous les deux à la maison. Au moins une fois par semaine, ils la battaient. Il rentrait tard du boulot, il buvait beaucoup et ça le rendait très agressif. Dès qu'on le voyait s'approcher de la maison, je commençais à trembler. Ma sœur et moi, on suppliait ma mère de tout notre cœur, presque à genoux, de le laisser tranquille, de ne pas lui parler, de ne pas le provoquer. Mais elle ne tenait jamais compte de nous. Il n'y avait pas de bonjour ou de comment ça va. Quand il rentrait, ma mère commençait à l'insulter, en sachant pertinemment que ça allait déclencher un nouveau massacre.
Il n'y avait que la famille de mon père vivant tout près de nous qui comprenait le fait qu'il était en fait provoqué. Aux yeux des autres, ma mère était la victime et elle tenait à entretenir cette image de pauvre femme battue en provoquant tout le temps des disputes, des scandales. Les pervers narcissiques ont ce côté masochiste et chez elle, c'était très développé. Elle aimait montrer ses bleus. Elle allait souvent à l'hôpital pour demander des certificats, des preuves qui inculpaient mon père. Elle avait détruit toute sa réputation aux yeux de tout le monde. Mon père était vu comme un monstre. Dans tout ça, moi et ma sœur, on ne comptait pas du tout. Personne ne nous protégeait. On n'avait aucun pilier. On assistait à toutes ces horreurs qui n'en finissaient plus. Mais on ne se plaignait pas. On était heureuse d'avoir encore notre mère à côté de nous. On pensait qu'elle était la seule qui nous aimait et que sans elle, on était perdus. Et d'ailleurs, elle nous faisait souvent peur en nous parlant de l'éventualité où elle serait morte. Oui, ma mère parlait très souvent de sa mort. Ça nous effrayait comme pas possible. On vivait uniquement pour la protéger. Mais on était ses confidentes aussi. Ma mère trompait notre père et nous racontait tout sur ses amants. On lui servait d'ailleurs d'alibi quand elle allait les rencontrer. On allait avec elle pour que mon père n'ait aucun soupçon. Chaque année, elle partait seule à la montagne. Elle prenait des vacances pour une semaine ou deux pour un soi-disant traitement psychologique. Quand j'ai été petite, je n'ai jamais été en vacances. Jamais. Pendant ces vacances, ma mère rencontrait des hommes et elle nous racontait ses escapades amoureuses. Juste avant de quitter mon père, elle avait eu un rendez-vous avec son dernier amant qui est devenu plus tard son deuxième mari et qu'elle a connu dans une de ses retraites. Ils ont voulu passer une nuit ensemble et il fallait qu'on reste avec pour la couvrir face à mon père. Mais ils n'ont pas payé de chambre séparément pour ma sœur et moi. Ils ont couché donc ensemble en notre présence et aucun d'entre eux n'a eu aucun remords. On n'a jamais dévoilé ces sales secrets. On la couvrait aux yeux de tout le monde. Peu de temps après, ma mère a provoqué, comme d'habitude, une énorme dispute à la maison. Elle nous a demandé de la suivre en laissant mon père tout seul. Elle a tout orchestré. Il faisait très froid ce soir-là, mais elle a refusé de rentrer la nuit. On a dormi donc dans le grenier. Là, elle toussait beaucoup et j'avais terriblement peur que mon père allait l'entendre. On l'a couvert comme on a pu pour qu'elle ait plus chaud. Comme d'habitude, il ne s'agissait que d'elle. Nous, on avait froid et on avait faim, mais tout ça ne comptait pas. Tout ce cinéma devait justifier la sentence qu'elle avait posée le lendemain. Sans nous avertir, elle est rentrée, elle a fait ses bagages, elle nous a dit de prendre tout ce qui nous était nécessaire et sans plus attendre, on a quitté ensemble la maison. Pour de bon. Pour ne pas tomber nez à nez avec mon père qui sortait du travail, on a dû prendre un chemin plus long. On était pressé pour rattraper le train et on courait presque avec des sacs lourds où l'on avait entassé nos manuels et les cahiers d'école et le peu d'habits qu'on a pu prendre. Elle se plaignait d'avoir mal partout à cause des coups reçus le jour d'avant, donc on portait nos propres affaires et on essayait de l'aider elle aussi. Une nouvelle vie avait commencé pour moi ce jour-là. On est arrivé chez les parents de cet homme, de son amant qui habitait dans une autre ville. Ces gens âgés vivaient dans une maison toute petite, vieille et sans aucun confort. Ma sœur et moi, nous dormions dans le même lit que la vieille dame. Moi, je dormais au milieu. Le lit était très petit et je n'avais pas de place pour plier mes genoux. Il y avait de la place juste pour maintenir mes jambes droites. Les nuits étaient très difficiles pour moi. Ce vieux couple était aigri. Il nous détestait toutes les deux. On n'avait pas le droit, par exemple, d'ouvrir le frigo. On ne pouvait pas manger quand on avait faim. Il fallait attendre ma mère et son amant qui rentraient du travail le soir pour qu'on mange ensemble. C'était le seul repas d'ailleurs de la journée pour nous deux. Ici, personne ne jugeait ma mère de ne pas prendre soin de nous.
Elle nous a complètement délaissés. On lui disait qu'on avait faim et des fois, rarement, elle nous apportait une conserve. Mais il fallait garder le secret. Elle nous faisait croire qu'elle prenait de gros risques pour nous apporter à manger et comme on ne voulait pas qu'elle soit démasquée, moi et ma sœur, on allait partager la conserve dans la petite maison du jardin. On mangeait en cachet. Mais je me rappelle que nous avions peur de ne pas être surprises par la vieille dame. On mangeait très très vite. Et je sais aussi que c'était les meilleures sardines que j'ai jamais mangées. Mon père avait réussi à trouver notre trace. Il est allé dans notre nouvelle école et tout le monde là-bas a appris notre histoire. On avait si honte, moi et ma sœur. Mais mon père avait accepté le fait qu'on est parti. Il ne cherchait pas à savoir si on allait bien. Il était complètement indifférent quant à notre sort à toutes les deux. Comme les vieilles personnes ne nous supportaient plus, tout le monde avait décidé à un moment donné qu'ils allaient garder uniquement ma sœur. Moi, il fallait que j'aille vivre avec une famille qui n'avait pas d'enfants et que je ne connaissais pas. Un soir, une femme inconnue est venue me chercher et je suis partie avec. Son mari n'a même pas voulu me voir. Il n'était pas d'accord que je sois là. Ils étaient très pauvres tous les deux. Leur maison était insalubre. Pendant longtemps, j'avais oublié cette histoire. J'ai enfui les souvenirs. Elles sont revenues lorsque j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai juste une image qui est restée gravée dans ma mémoire. J'étais couchée sur quelque chose qui ressemblait à un lit, mais qui était extrêmement dur. J'étais face au mur, serrée contre le mur. Je sentais une odeur horrible et j'étais en état de sidération. L'épisode suivant dont je me rappelle est que ma mère est venue me chercher pour aller dans ma nouvelle école. Il fallait qu'elle fasse le nécessaire pour m'inscrire là-bas, tout près de la maison de ces personnes étrangères. Mais la directrice a commencé à poser des questions et j'ai senti que ma mère était totalement déstabilisée. Elle n'avait pas pensé qu'il fallait justifier ma mutation. La directrice de l'école avait compris qu'il y avait quelque chose qui clochait et elle a refusé de me recevoir dans son école. Et ma mère a eu très peur qu'en comprenant, la directrice aurait pu alerter la police. Elle m'a donc reprise avec elle. Mais les parents de son amant ont refusé de nous héberger encore. Pendant 2 ans, on a déménagé environ 15 fois, peut-être plus. Cet homme avec qui elle vivait avait une personnalité très difficile. Il parlait très fort, il avait une voix agressive, il méprisait tout le monde. Ma mère et lui se disputaient souvent. Lui aussi, il la tapait et nous, on continuait à la défendre. Les propriétaires recevaient tous des plaintes des voisins à cause de leurs disputes. Ils se sont mariés quand même et ma mère a eu le droit à un appartement social. C'était plus stable, mais les conflits étaient toujours présents. Ma mère se faisait taper fréquemment. Cet homme me tapait moi aussi, pas ma sœur, mais moi aussi. Et il nous insultait tout le temps. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère ne lui demandait jamais d'arrêter de nous faire du mal. Nous, on continuait tout de même à la protéger. On la voyait comme la plus vulnérable d'entre nous, mais elle ne prenait jamais notre défense. Eh bien, pour une mère perverse narcissique, le fait d'avoir un individu qui sème la terreur dans la maison représente le rêve absolu. Parce que ce n'est pas elle qui est accusée, c'est lui. J'avais honte en permanence des gens qui habitaient dans le voisinage, car ils entendaient toujours les cris et les insultes. Je ne pouvais jamais inviter des copines chez moi. Je commençais à grandir et à comprendre que les autres familles étaient différentes, que les gens étaient normaux, qu'ils s'entendaient et qu'ils se soutenaient entre eux. Je commençais à voir comment mes collègues étaient traités à la maison et je me demandais pourquoi je vivais ce cauchemar. J'avais honte de parler de moi, j'avais honte de parler de mes parents. J'étais timide et introvertie. J'avais honte aussi de répondre en classe même si je savais les réponses. Je doutais beaucoup de moi parce que dans tout ce délire, j'avais un autre souci. Ma sœur me dénigrait beaucoup. Elle versait toute sa frustration sur moi.
Aux yeux de ma sœur, j'étais inutile, personne ne m'aimait, personne ne me supportait, elle disait que j'étais une sorcière. Je réagissais à ça. J'avais grandi parmi des égaux et j'ai appris à me défendre avec l'ego, mais au fond de moi, j'étais meurtrie. J'ai refait énormément de fois le travail sur moi-même pour dépasser la croyance que j'étais en moins que rien. J'ai compris beaucoup plus tard, lors de mes séances de thérapie, que ma mère nous a retournées une contre l'autre en permanence. Elle parlait très mal de ma sœur en ma présence, et je suis sûre qu'elle disait du mal de moi aussi en l'incitant contre moi. Il est d'ailleurs fort probable que le mépris et les mots blessants de ma sœur appartiennent en fait à ma mère. On grandissait toutes les deux, on allait très bien à l'école. Mais ma mère était de marbre. Elle était complètement indifférente face à nos succès. Elle était préoccupée uniquement par ses propres drames. Elle parlait uniquement de ses propres malheurs. Si on commençait à parler de nous, elle partait. Ça ne l'intéressait pas ce qu'on vivait ou ce dont on avait besoin. Une des rares personnes bienveillantes que j'ai rencontrées dans ma vie était un voisin assez âgé pour être mon grand-père, mais je l'appelais papa. Il avait été journaliste et il me racontait souvent des histoires qui me fascinaient. Il m'a inspiré beaucoup. Et la vie m'a offert une opportunité. J'étais très jolie et j'ai attiré l'attention d'un monsieur que j'ai rencontré dans un ascenseur. C'était le directeur d'une nouvelle chaîne de télévision. Il m'avait proposé de passer un test pour le poste de présentatrice du journal télévisé chez eux. J'ai passé ce test et c'est comme ça que je suis devenue moi aussi journaliste. Mais papa ne m'a pas félicité. Il m'a conseillé juste d'aller faire du vrai journalisme, d'aller écrire pour un journal. Et tout s'est bien imbriqué parce que l'un des journaux cherchait des rédacteurs. Et là aussi, j'ai passé le test sans savoir qu'en fait, c'était un test. Je n'avais rien dit au début à ma mère ou à ma sœur sur mon nouveau travail. Je voulais les surprendre, je voulais les voir enfin être fiers de moi. Je voulais enfin arracher ces mots que j'ai jamais entendus chez elles. Bravo, félicitations. C'est bien ce que tu fais, c'est super ce que tu as réussi. J'écrivais depuis 1 mois et demi pour le journal et au moment où mon premier article est apparu sur la première page, j'ai décidé de faire ce numéro cadeau à ma mère parce que c'était son anniversaire aussi. J'ai cru qu'elle allait être très émue. Je n'ai jamais oublié le moment où j'ai montré à tout le monde le journal. Eh bien, il n'y a eu aucun mot, aucune réaction, si ce n'est que le mari de ma mère qui ait posé sa tasse de café dessus. J'ai laissé faire et je me suis sentie coupable par après car j'aurais dû récupérer ce journal et le garder pour moi. Je l'ai perdu. J'ai pratiqué le journalisme pendant environ 8 ans et j'ai vécu des expériences plus que surprenantes, très enrichissantes pour moi. Je parlais des fois de ça avec ma sœur et ma mère. Je leur racontais des histoires impressionnantes. Ma mère partait comme d'habitude annuée et ma sœur dénigrait le métier de journaliste. En fait, ça les frustrait terriblement toutes les deux parce qu'elles n'écoutaient pas avec le cœur. Elles se comparaient et ça les frustrait sans doute, d'où leur réaction. J'ai appris à me faire discrète et ne plus parler ni de mes échecs ni de mes réussites. Il n'y avait pas de bienveillance, aucune affection, aucun soutien. Quand on vit avec des pervers narcissiques dans une maison, il n'y a que de l'adversité. Mes relations étaient touchées aussi. Je ne me rendais pas compte à quel point je cherchais à être acceptée et aimée. J'étais souvent dans le sacrifice pour faire plaisir à des gens qui me tournaient très vite le dos. Certains me choquaient même, car après les avoir traités royalement ou aidés, ils me faisaient du mal. J'ai commencé à travailler pour l'un des plus prestigieux journaux de mon pays et j'avais déjà de l'expérience. Là, j'étais respectée. Les gens avec qui je travaillais n'étaient pas au contact avec ma mère, ma sœur ou le mari de ma mère, donc personne n'inventait des méchancetés sur moi. Parce que ça a été le leitmotiv de ma vie.
Quand j'étais petite, je protégeais ma mère et par après, inconsciemment, j'allais protéger toutes les personnes que je sentais vulnérables. J'essayais obstinément de faire les gens se sentir bien, mais non seulement que mes bonnes intentions n'étaient pas reconnues, elles n'étaient jamais vues, surtout dans la famille. Cet environnement au travail était plus clean pour moi. Personne ne connaissait les déboires dans ma famille et j'avais une bonne réputation. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un nouveau collègue est apparu au journal et il a commencé à me faire la cour. Et il était très insistant. C'était flattant pour moi car je n'étais pas habituée à ce qu'on me donne de l'importance et je cédais face à ses insistances. J'ai connu ses parents et eux, ils m'ont très bien reçu. C'était même eux qui ont proposé qu'on se marie très vite en prétextant qu'on avait un certain âge et qu'il fallait se dépêcher. J'ai été d'accord, mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas bien. Mais à cette époque-là, je ne prenais pas en compte mon ressenti, ni en ce qui concernait ma mère ou ma sœur, ni en ce qui concernait cet homme. J'avais exprimé mes hésitations à ma mère avant le mariage, mais elle a coupé court. Elle avait prétexté qu'elle avait déjà invité sa famille au mariage et que ce mariage allait se tenir. Et ça a été le cas. Dans ma nouvelle famille, auprès de mon mari, ça alternait les périodes de doute et de flou avec les périodes où je me disais que j'ai trouvé quand même une bonne personne. Pourtant, je sentais au plus profond de moi que rien de tout ce que je vivais n'était bon pour mon âme. On a quitté notre pays ensemble et on s'est installé dans une grande ville d'un pays de l'Ouest. Et là, loin de tout ce qui m'était connu, j'ai vécu l'un des plus gros cauchemars de ma vie. Parce qu'une fois que je suis tombée enceinte, il a changé complètement de comportement. Il me provoquait tout le temps et quand je répliquais avec un calme souverain, il m'accusait d'être déséquilibrée psychologiquement. On a ouvert un commerce, un café. C'était une chance pour nous. Et même si ce n'était pas mon métier préféré, j'étais quand même contente parce que je pensais toujours à cette stabilité, à la sécurité que je voulais offrir à mon fils. Mais je n'ai jamais retrouvé cette sécurité auprès de mon ex-mari. J'ai commencé à découvrir des choses terribles sur lui. Il avait l'habitude, parmi d'autres, d'emprunter de l'argent en cachet. En fait, il mentait aux gens, soit que son fils était gravement malade et qu'il avait besoin de cet argent pour le traiter, soit que moi-même j'avais un problème et qu'il était obligé de m'aider, mais qu'il ne fallait surtout pas m'en parler. Je ne savais pas ce qu'il faisait de cet argent, mais j'étais sûre qu'il volait dans la caisse aussi. Très vite, j'ai perdu mes meilleurs clients et je ne savais pas pourquoi. J'ai appris plus tard qu'il avait emprunté de grosses sommes d'argent qu'il n'avait jamais remboursées. Moi, je passais beaucoup de temps avec mon fils qui était très jeune et j'étais obligée de laisser mon ex s'occuper du commerce. J'ai appris par les voisins du café qu'il fermait la porte et qu'il passait les soirées avec des femmes. Je trouvais des saletés impensables qui laissaient imaginer les orgies sexuelles qu'il organisait dans l'établissement. Je nettoyais tout ça et oui, c'était humiliant. J'étais complètement désespérée, je ne savais pas comment m'en sortir. Il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Un jour, le même où mon fils a commencé la maternelle, un individu est venu nous menacer en affirmant que si on ne lui donnait pas une grosse somme d'argent, il allait enlever notre fils. Cet individu connaissait bien mon mari. Ça a été une des pires journées de ma vie. Je ne vais pas m'attarder sur le dénouement de cette histoire car il y a des implications importantes et graves. Peu de temps après, j'ai pris la décision de divorcer. Lorsqu'il a compris qu'il allait perdre sa couverture d'homme marié et sérieux et honnête, il est devenu très agressif. La dernière nuit que j'ai passée dans le même appartement que lui, j'ai vécu une terreur impossible à décrire. J'ai dormi dans la même chambre avec mon fils et j'ai placé des jouets par terre entre la porte et le lit pour l'entendre si jamais il essayait de rentrer.
Il n'avait plus de raison de cacher sa haine et je le croyais capable même de me tuer. Après la séparation, j'ai eu des huissiers de justice qui m'avaient condamné en absence. Je ne savais pas qu'il devait de l'argent. Je ne savais pas pour les procès non plus. Les citations sont arrivées toutes chez lui car moi j'avais déménagé. J'ai été obligée donc de m'occuper toute seule de mon enfant, de tenir le commerce et de payer ses dettes aussi. Ça a duré pendant des années. En même temps, alors qu'il ne faisait aucun effort pour l'enfant, il continuait soit à emprunter de l'argent chez mes meilleurs clients qui du coup ne venaient plus chez moi, soit il continuait de dire des choses abominables sur moi, ce qui faisait fuir les derniers qui restaient. Mon café était presque vide. J'ai fermé sans regret ce commerce qui était dans la faillite presque et j'ai essayé de me débrouiller toute seule. Mais partout où j'allais, j'essuyais des échecs. Je me rendais compte que c'était trop pour être juste une coïncidence. J'ai compris lorsque j'ai étudié la psychologie clinique que c'était ça le profil d'un pervers narcissique. Il vous suit partout où vous allez, il raconte les choses les plus horribles sur vous et il fait démolir tout ce que vous construisez. Peu de temps après le divorce, il s'est remarié avec une femme qui était déjà thérapeute énergéticienne. Elle aussi m'accusait de tous les maux du monde. Cette personne qui me ressemblait beaucoup, non pas physiquement, mais énergétiquement, a cessé de pratiquer la thérapie. Lorsqu'on est en couple avec un pervers narcissique, notre énergie est salie. Nos dons, nos capacités sont atténuées. Lorsque j'ai commencé à pratiquer l'hypnothérapie, j'ai dû prendre des précautions. Au début, j'ai eu le cabinet dans un centre médical et comme j'ai publié sur le profil Facebook le nom de l'établissement, mon ex l'a donc appris. Je n'ai pas su évoluer là-bas. Ça n'allait pas du tout. J'ai quitté ce cabinet et j'ai commencé par moi-même une nouvelle activité en ciblant les hypersensibles. À présent, mon profil Facebook contient d'abord les initiales de mon activité. Cela l'empêche de me retrouver sur les réseaux. Je n'ai jamais parlé de mon activité ni de ma chaîne YouTube à des personnes qu'il connaît. Toutes ces expériences que j'ai vécues trouvent un sens aujourd'hui. J'ai gagné énormément en expérience, en connaissance de soi et en connaissance de l'être humain en général. J'ai développé mon don de communiquer avec l'inconscient individuel et avec l'inconscient collectif, ce qui m'aide dans ma pratique énormément. J'aime plus être connecté à l'invisible qu'au monde matériel. Ça m'apporte une énorme satisfaction. Mon expérience n'est pas isolée, elle est reliée à ce que j'ai vécu dans d'autres existences. Aujourd'hui, ma vie a beaucoup changé et l'équilibre que je ressens a été durement gagné. Le travail sur moi a été énorme et je continue encore à faire des progrès. Il y a encore des projets que j'ai sur ma to-do list. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre. Des fois, en pensant à mon parcours de vie, je suis moi-même étonnée du fait que j'ai réussi à traverser tout ça, toute seule. Même si j'ai gagné en équilibre intérieur et en sagesse, je n'ai pas su effacer complètement une certaine tristesse. La tristesse affecte les poumons. Et oui, je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur ces 2 années de ma vie où j'ai lutté avec une maladie tenace des poumons. C'est une période où j'ai côtoyé la mort. Mais je me suis sortie de là aussi. Mon passage sur cette terre a été très éprouvant. Je n'avais pas trouvé de sens à tout ce supplice. Aujourd'hui, j'ai l'intention, par mes séances d'hypnose et par mon don de transformer les ténèbres en lumière, j'ai l'intention de toucher le plus de personnes spirituelles possible. Ça doit être là le sens de ma vie. Mais je vais m'arrêter ici. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.